croyais que vous étiez timide. Non. Ça fonctionne ici. Et ici aussi. Voilà. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette dernière, je crois, rencontre dans le cadre de ces cafés littéraires. C'est pas la dernière, pardon, un catch me dit que ce n'est pas la dernière, je suis désolé. L'une des dernières. Et là, voilà. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit ambiant. Mais bon, c'est difficile de faire taire les gens aussi. Oui, bah oui, bien sûr. Donc, voilà. J'ai donc le plaisir de recevoir Bertrand Belin pour son ouvrage Littoral, petit ouvrage publié chez POL, à la couverture si reconnaissable, blanc, le titre en bleu et le papier verger. C'est un roman qui n'est pas... C'est un roman, ce n'est pas un récit. Ou c'est un récit, ce n'est pas un roman. Vous dites ici roman. Et j'ai l'impression que c'est davantage un récit qu'un roman, mais je ne sais pas si vous faites la différence, Bertrand, entre les deux. Oui, oui, je pense que chacun se fait un peu une idée de ce qui différencie un récit d'un roman. Il y a peut-être des définitions particulièrement définitives dans les dictionnaires, mais pour ma part, c'est pas aussi clair. Je dirais qu'entre un roman et un récit, j'imagine qu'il y a peut-être la richesse de la manière de faire exister des personnages, de les nommer, de les multiplier, de les suivre, donne son caractère romanesque à un texte, comme si vous voulez, il y avait des remous, ou des remous qui auraient la tentation d'imiter le vivant, comme ça. Et un récit, peut-être une chose un peu plus osseuse, disons, plus axée sur les structures des événements plutôt que sur la chair. D'accord, ok. J'ai rencontré des gens qui ont eu des difficultés à lire ce roman, parce que, et de fait c'est un roman exigeant. Moi je l'ai lu 3 fois, parce que la première fois je me suis dit, c'est un roman exigeant, je vais aller jusqu'au bout, mais ce n'était pas toujours facile. Ça rompt avec certaines habitudes que l'on a comme lecteur de romans, on va dire, plus traditionnels. Et là, on est en prise avec toute une série de choix qui sont d'ordre stylistique, aussi d'ordre formel, mais aussi du fond. Pour moi, je ne fais pas de différence entre le fond et la forme, comme disait Victor Hugo, la forme, ce n'est que le fond qui remonte à la surface. C'est une phrase que je trouve absolument magnifique et que j'essaie de mettre à l'épreuve dans les écrits. Et je crois que c'est un roman qui exige un certain effort, et à la fois un certain effort et à la fois un certain laisser-aller. Il faut se laisser perdre dans la façon que Bertrand a de raconter ces épisodes autour de la pêche d'un cormoran qui se fait prendre dans les mailles d'un filet de pêcheur. Et ce cormoran qui qui est le premier personnage presque du roman, et qui n'est peut-être qu'une métaphore pour autre chose, bien évidemment, mais vous en parlerez mieux que moi, Bertrand, bien évidemment. C'est pas réellement une métaphore, mais c'est vrai qu'il peut prendre le rôle en tout cas d'un personnage ou d'un animal symbolique, un oiseau noir, parce que c'est un oiseau qui est pêché donc par des pêcheurs qui se trouvent c'est un oiseau qui a pour habitude d'aller se nourrir sous l'eau, mais c'est néanmoins un oiseau dont l'habitat, on pourrait dire, principal reste le ciel. Et que cet oiseau s'aventure sous l'eau est déjà une sorte de chose étrange en soi. Mais en plus, pêcher un oiseau quand on est parti pêcher des poissons est perçu par les pêcheurs. J'ai vécu ici, j'ai assisté à des pêches au cormoran. Oui, oui.
ce sont des moments qui ne sont pas accueillis comme des moments tellement heureux, quoi. Alors qu'on peut pêcher par tonnes ou par centaines de kilos des poissons quand on est venu pour ça n'a rien d'extraordinaire, mais dès lors qu'on pêche un oiseau, que quelque chose est pris dans les filets, qui est pris dans le parcours de mort que se trouve être cette pêche, quand un oiseau se fait prendre, tout à coup, ça éclaire sur la nature de ce que l'on est en train de faire. Tout à coup, les poissons, tout à coup, on voit qu'ils ont été aussi piégés. Vous voyez, ils sont comme dissociés de ce que peut être la pêche, c'est-à-dire un moyen de survie des habitants qui n'a rien en soi de répréhensible. Comme si c'était presque criminel. Et tout à coup, pêcher un oiseau fait apparaître le caractère cru, sinon cruel, le versant cruel qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. Mais enfin, il ne s'agit pas d'un livre qui prend la défense des poissons, c'est pas non, ça. Non. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ça a fait changer l'atmosphère à bord d'un bateau. Et tout à coup, se rendre compte que ce qu'on croit être une activité millénaire qui n'est pas questionnée, en tout cas depuis ce point de vue de la cruauté, ou de la point de vue moral, mais tout à coup, l'atmosphère à bord change complètement dès lors que cette question de la morale se met en travers d'un geste quotidien. Et donc à ce titre-là, la pêche de cet oiseau est annonciateur d'une situation de renversement général, justement des questions de comportement moral dans la société. C'est un livre que moi j'ai lu un petit peu comme une fugue. C'est-à-dire dans les fugues musicales, on a le thème, et puis ce thème se répète, mais légèrement différent, et une troisième fois, encore légèrement différent. Et c'est ce qu'on trouve dans votre ouvrage à plusieurs reprises. Par exemple, il était comme une torpille à fureter dans le fond, près de l'ancienne passe, quand il s'est fichu la tête dans le rideau de maille. Page 7, page 9. Il était comme une torpille à fureter dans le fond, et il s'est fichu dans les mailles. Un peu plus loin. Et puis dans le noir, il voit tout de même assez bien le visage fermé de l'autre, fermé comme pour une apnée dans une tourbe dégoûtante. Il y a une phrase qui revient lorsque tout le village de pêcheurs a vu ce qui se passait en mer, et ils ont vu et tout le monde a vu qu'ils avaient pêché un cormoran, et tout le monde, enfin, c'est ce qu'on dit un petit peu, hein, tout le monde revient, je crois, 8 fois en 3 pages, 20 fois dans les pages suivantes, tout le monde. Et donc c'est une sorte de répétition, comme un refrain qui vient dans un thème musical finalement. Oui, bien sûr, il y a de ça, mais c'est ce qui est commun à la musique et à la dispersion ou l'avancée, l'inondation de la nouvelle, l'inondation dans les esprits de la nouvelle, à quelque chose comme ça qui procède de salve, si vous voulez. Et c'est vrai que les personnages, c'est un roman à la troisième personne, c'est un roman où le narrateur n'entend pas tellement ces personnages, on n'entend pas ce qu'ils disent, il est surtout question de ce qu'ils pensent. C'est comme s'il avait un stéthoscope et qu'il avait le collé au crâne des protagonistes et qu'il exprimait non pas ce qu'ils vont avoir à dire, parce que parfois il est question de ce qu'ils disent, mais on voit que ce qu'ils disent n'est pas très important parce que ce sont des pêcheurs et ce qu'ils disent c'est fais ci, fais ça. Voilà. Avec un ton assez particulier pour qu'on devine les liens de hiérarchie et d'assujettissement qui les unissent, ou les désunissent, selon mon point de vue. Mais cette question de la scansion, de la répétition, elle est surtout là pour témoigner du caractère harassant du songe et de la pensée, de la montée de l'inquiétude et de l'angoisse dans les esprits qui sont pris dans les mailles de ce récit. C'est-à-dire que quand quelque chose nous préoccupe, cette chose qui nous préoccupe par nature, elle se présente plusieurs fois à notre esprit. Quelque chose qui nous préoccupe, c'est pas une chose qui vient une fois et qui disparaît, c'est quelque chose qui tourne, qui vient. On se répète sans avoir le prononcé, mais le nom du problème tourne comme un manège dans notre esprit. Et c'est cette montée en puissance, si
d'une forme d'inquiétude que j'essaye de retranscrire grâce à ces motifs répétés. L'inquiétude et parfois même une sorte de culpabilité. C'est-à-dire que si un pêcheur du village a pêché un cormoran, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est une calamité quelque part, voilà. dont tout le monde quelque part est responsable, oui. Ou va subir les conséquences. Bien sûr, bon, en l'occurrence, c'est vrai que vous aviez raison tout à l'heure de parler de métaphore, mais ce n'est pas l'oiseau qui est métaphorique, mais la situation globale de la pêche d'un oiseau dans la mer. C'est la situation globale qui est métaphorique d'une situation renversée. Et cette situation renversée, il ne faut pas avoir autant vous le dire, parce que le livre est bref, mais on ne le trahit pas en disant ça. Cette situation renversée est celle d'une situation d'un pays occupé, parce que l'endroit où se déroule cette action, c'est-à-dire ces pêcheurs qui continuent de faire leur métier tel qu'ils le font depuis qu'ils sont en âge de le faire, comme leurs parents, le font cette fois-ci dans un pays occupé. Alors il ne s'agit pas d'un livre d'histoire qui relate l'occupation telle que notre pays l'a connue. Je ne l'ai pas connue, mais il ne s'agit pas de la France ni d'une armée particulière. C'est pourquoi l'armée est nommée l'armée d'un pays et non pas l'armée de tel pays. Mais enfin, du coup, ce que les gens craignent et ce que tout le monde a vu, ce n'est pas la pêche du cormoran que tout le monde a vu. Oui, c'est ce qu'ils ont... Il y a un piège, il y a un dispositif. C'est pour ça qu'on peut aussi qualifier ce roman de roman, parce qu'il y a un dispositif romanesque qui consiste à jouer de fausses pistes et de faire une espèce de slalom dans les événements jusqu'à une sorte de déclaration dans le dernier quart du livre qui nous fait comprendre que tout ce qu'on a lu, il fallait le lire à l'aune de cette nouvelle information qui vient d'arriver. C'est pour ça que ce livre va être relu avec un plaisir différent, et c'est pourquoi à son avantage est d'être bref, parce qu'on ne peut pas relire un tome de 900 pages comme ça du jour au lendemain. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément de violence dans cet ouvrage, une violence qui est peut-être due aussi à la répétition, donc à la réitération de certains termes, aussi peut-être parfois à la pauvreté du vocabulaire de certains personnages. Par exemple ici, au début, gentil et tout bien gentil, bien quoi, gentil et tout. Elle se dit qu'il était gentil comme un animal sans décider d'animal. Donc un vocabulaire extrêmement simple, mais qu'on entend tous les jours. Mais en même temps, on se dit que si ce vocabulaire est tellement simple, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a derrière comme construction du monde, finalement. Et on sait très bien que s'il n'y a pas de mots, il y a de la violence. Oui, c'est tout à fait exact, et c'est formidablement bien exprimé. En effet, j'ai toujours pensé, je pratique, y compris dans mon travail de chanteur, des systèmes de dégradation de la langue, parce que c'est vrai que j'ai commencé, moi, ma vie en parlant mal. Je ne dis pas que je parle bien, mais indéniablement, je parle mieux que lorsque j'étais adolescent, où j'avais grandi dans un environnement qui n'appuyait pas de toutes ses forces sur ce genre de qualité. Mais surtout, j'étais entouré aussi de gens comme moi, donc je vivais dans un environnement où on était très repérable sur notre appartenance sociale, sur notre milieu socio-culturel, si on veut. On était très repérable par deux aspects principaux, que sont l'apparence de la santé, la qualité des vêtements, mais surtout la façon de parler, quoi. Parce que ce que vous connaissez tous ici, parce que c'est comme ça qu'on remarque à quelle classe sociale on appartient. Et la dégradation de la langue, l'ablation de certains mots enquiquinants, certaines familiarités, bien sûr, mais j'essaye de ne pas aller chercher de la familiarité, parce qu'il n'y a pas forcément de la familiarité. Il n'y a pas forcément de familiarité non plus, mais il y a des croyances, des croyances de vocabulaire, on croit parler juste. Moi, j'ai longtemps utilisé des mots que seulement ma cellule familiale utilisait, par exemple, ou au moins l'étage de mon immeuble. Enfin, donc je sais que le vocabulaire est un marqueur très fort, en dehors même de la construction syntaxique, que le vocabulaire lui-même est une chose qui peut désigner, et en l'occurrence trahir, quand ça devient un problème, et quand c'est devenu un problème pour les individus qui ont compris
qui parlaient pas assez bien. Ouais. Voilà, donc moi je suis très sensible à cette population aujourd'hui, quand j'entends des jeunes enfants ou des plus grands passer à côté d'un emploi vraiment libérateur de la parole, ça me fait toujours un effet très fort, parce que je sais ce qui est en train de se perdre là. Oui. Vous disiez tout à l'heure que le silence engendrait la violence, en tout cas cohabitait avec la violence, et c'est vrai que lorsqu'il n'y a plus de mots, il y a des gestes qui commencent à prendre le relais, quoi. Donc c'est des questions qui sont très importantes. Donc il y a de la violence dans ce texte, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de violence dans ce texte. La situation est dramatique. Le pays vit dans une situation d'occupation, ce qui occasionne un sentiment d'humiliation pour ses habitants. On le comprend bien, et ceux qui ont vécu ça, peut-être qu'il y en a dans la salle, le savent bien sûr mieux que moi, mais pour ne pas l'avoir vécu, je dirais néanmoins que je suis quand même conscient, et je pense que nous tous, même qui ne l'avons pas vécu, cette situation d'occupation, par l'expérience transposée des autres situations d'occupation qu'on a pu observer ou lire, etc., ou même les récits familiaux, ou même peut-être dans une sorte de cerveau reptilien, on en perçoit quand même le drame. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Donc il s'agit d'une situation violente. Mais je vous laisse peut-être poursuivre. Parce oui, que je me demandais si dans votre famille, c'est quelque chose qui vous a juste à la tête là, si vos parents, vos grands-parents parlaient breton, par exemple, ici à Quiberon, ou non. Et s'il y a eu une perte de la langue, quelque part... Oui, ça existait dans ma famille, comme de nombreuses familles ici. C'est-à-dire que mon père avait un lexique avec quelques phrases toutes faites, un peu des locutions, si vous voulez, comme les pages roses du dictionnaire, mais en breton. Des mots dont j'ai hérité aussi un petit peu, mais qui sont des choses, travail derrière, dit Wallman, Jet doesn't count, the dumb chick plus mort, tout bordel, quoi. Mais qui sont des mots qui sont défaits de la langue, parce qu'ils sont défaits du système grammatical, ils sont juste connus comme des objets, des formes d'objets. Des incantations. Voilà, c'est ça, ouais. Mais en revanche, son propre père parlait breton, comme ses oncles et tantes, comme ma grand-mère du côté paternel, et mon arrière-grand-mère que j'ai connue enfant qui parlait très, très peu le français, qui habitait à Pont-le-Roi. Donc oui, il a la déliquescence et la non-transmission de la langue, je crois que ça peut être beaucoup plus douloureux qu'on ne le pense généralement. On ne s'attache pas là-dessus chez des linguistes, pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment, je pense. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est un grand problème dans toutes les régions où la langue disparaît. Il y a Louis-Jean Calvet, qui est un grand linguiste, un grand sociolinguiste, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La glottophagie, la guerre des langues, la glottophagie, le terme de glottophagie, c'est-à-dire c'est une langue qui en bouffe une autre. Et ça ne reste jamais sans incidence profonde chez les gens, et sur la violence latente, finalement, qui est produite par cette absence de langue dans les générations, 2, 3, 4 générations. Actuellement, ce qui se passe dans les cités, ça peut tout à fait provenir de là. C'est-à-dire l'arrivée d'une langue qui supprime la langue des ancêtres. Oui, alors c'est vrai que il y a différentes choses. À mon avis, il faut faire attention quand même à ne pas mélanger ce qui s'est passé ici, où on a imposé aux Bretons de ne plus parler breton, au profit de la langue française qui était la langue officielle, qui devait s'infiltrer dans le tissu nerveux et veineux du territoire, pour des raisons pratiques politiques, d'élevage du peuple, si on peut dire. Mais dans les banlieues, mais cette transformation, cette obligation n'a pas fait advenir une nouvelle langue, n'a pas été une force d'invention. Oui. Alors que dans les villes qui
qui entourent les grandes villes où sont concentrées les populations en difficulté sociale, ou disons plutôt les classes très basses. Il y a une invention de la langue qui est très forte, oui, qui est relayée par des courants politiques, qui est relayée par la musique, qui est relayée par des auteurs de différentes natures, où il y a quelque chose qui s'apparente plus, c'est vrai, à une certaine forme de créolité, neuve, inventive, qui, je trouve, par certains aspects, est une chose assez encourageante et qu'il ne faut pas déplorer non plus. Non, je ne le déplore pas. Non, je nous questionne en même temps. Oui, bien sûr. C'est Agege, Claude Agege, qu'on a vu récemment dans la Grande Librairie, jeudi dernier. Il a écrit un article sur le créole, justement, un chapitre dans L'homme de langage. Et il parle du créole, précisément, comme laboratoire de langue vivante, en fait, ou laboratoire vivant de langue. Et c'est tout à fait intéressant. Mais alors, quand vous parlez des pêcheurs, vous avez un vocabulaire vraiment d'une précision extraordinaire. C'est-à-dire c'est vraiment le vocabulaire des pêcheurs. Hein. On va l'attraper, dit l'autre, en donnant un coup de tête vers le ciel. Mais le troisième homme et les plus jeunes savent qu'ils n'auront pas attrapé, que le grain va tomber sur le golfe, et ici, rien vu, le vent comment il va. Mets les chapeaux sur les vifs, dit-il, et le plus jeune, cigarette à la bouche, met les chapeaux sur les vifs. Voilà. Quelqu'un qui ne connaît pas le milieu de la mer, mettre les chapeaux sur les vifs, c'est pas évident. Non, mais pour quelqu'un qui... Et ça ne fait pas nécessairement couleur locale. Non, mais pour quelqu'un d'adulte qui lirait cette phrase, je me dis que met les chapeaux sur les vifs. Donc ça ne doit pas être des vrais chapeaux. Sur un bateau, on n'utilise pas des chapeaux. Donc ça doit être un couvercle, probablement. Voilà. Les vifs, qu'est-ce qui pourrait bien se rapprocher qui pourrait servir à bord d'un bateau qui serait des vifs? Et pourquoi leur mettre un chapeau dessus? Alors peut-être que vif et vivant, il y a un lien quand même. Donc des choses vivantes sur un bateau, c'est peut-être soit ce qu'on a pêché, soit ce avec quoi on espère pêcher quelque chose de plus gros. Donc moi j'ai parié sur ce vocabulaire consacré, peut-être parfois que je me suis mis dans la bouche moi-même, ne fréquentant pas quotidiennement les bateaux de pêche, mais les ayant fréquentés, connaissant un peu des gens, beaucoup même de gens qui ont pratiqué la pêche, y compris dans ma propre famille, j'ai une certaine aisance avec un certain vocabulaire avec lequel pourtant j'ai dû prendre quelques libertés. Mais si vous voulez, il me semblait que j'ai fait quand même attention à faire en sorte que ça ne contamine, que ça ne vienne pas obstruer le déroulement du récit. C'est qu'on peut passer par-dessus, dans la lecture, on peut passer par-dessus des reliefs inconnus, des obstacles, des cailloux, si vous voulez, marcher un peu sur les cailloux, quoi. Bon, il y a quelques mots de vocabulaire ou quelques situations techniques de pêche dont on n'embrasse pas complètement la compréhension, mais justement qui produisent leur effet par l'incapacité de se représenter ces choses. C'est comme si on était face aux événements qu'on ne comprend pas. Et le fait d'être face à des événements qu'on ne comprend pas est une chose très intéressante, je trouve, dès lors que ça ne vient pas complètement empêcher la lecture. Quoi. Mais je me suis dit que cette petite, ce qui apparaît un peu comme une langue étrangère, du coup, grâce à un vocabulaire consacré, à cause, pourraient dire certains, mais grâce à cette langue, à ce vocabulaire consacré, ça apparaît comme une langue étrangère et qui confère à l'ensemble au récit, je trouve, un aspect documentaire. Une vérité, je pense. Voilà, quelque chose de l'ordre d'un solide qui me semblait intéressant de conserver. Et vous avez parfois des phrases qui sont d'une rapidité extraordinaire. Par exemple, arrivé au port, il débarque la pêche et tout est foutu dans le fourgon qui attendait portes arrière ouvertes avec un gaz à crier qui fumait assis dedans. Une phrase, 15 mots, 20 mots, je ne peux pas compter. Mais voilà, on a toute une scène là, qui se déroule devant les yeux. Hein. Je vais vous la relire parce que je la trouve vraiment extraordinaire. Arrivé au port, il débarque la pêche et tout est foutu dans le fourgon qui attendait porte arrière ouverte avec un gaz à crier qui fumait assis dedans. Et je me dis, Bertrand Belin, il est dans le ramassé, hein, c'est du concentré. Et en même temps, il dit tout, il n'y a pas besoin de dire plus. Quoi. La couleur du fourgon, on s'en fiche, ce qu'il sentait, on s'en fiche aussi, on sait très bien qu'il sent le poisson. Et ainsi de suite. Et quelle marque, on n'a rien affiché non plus, ni la marque de cigarette. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant.
Et vous avez dit à un moment, dans le magazine littéraire, en fait, je trimballe cette langue comme un trésor. Vous vous rappelez de ça? Oui. C'est précieux dans l'écriture, ça solidifie le sol d'encre, EN, sur lequel j'essaye d'avancer. Oui, bah, j'ai dit ça. Oui. C'est bien dit. Hein. J'avais peut-être bu un apéritif. Non, mais c'est vrai que c'est précieux pour moi. Oui, c'est précieux parce que c'est vrai que en dehors du fait que ces événements se déroulent dans le pays dans lequel j'ai grandi, dans un métier de la pêche qui est cher, qui m'est cher, enfin. C'est vrai que c'est un patrimoine pour moi. J'ai un patrimoine. C'est vrai que je ne dirais pas qu'il n'existe aucun régionalisme, une tendance de régionalisme dans les livres que j'ai écrits jusqu'à présent et qui peut-être viendra s'infirmer, se confirmer dans le prochain texte, si j'en écris. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est vrai, oui. Et je trouve ça très intéressant de rappeler que cohabite avec la furie du monde, avec la pulsation mécanique des cités urbaines et des grandes mégalopoles, cohabitent des faisceaux de ruralité, des faisceaux de métiers qui sont en contact, qui se pratiquent encore comme il y a 60 ou 80 ans, qui n'ont pas changé de ce point de vue-là, avec un vocabulaire que je trouve que c'est une richesse, c'est vrai, ce n'est pas une richesse particulière que j'aimerais célébrer plus qu'une autre, c'est que c'est une richesse à laquelle j'ai eu accès moi, et j'espère, j'imagine que chacun peut être attaché à ce qui fait ce qui a fait sa nourriture. Donc pour conclure, moi je dirais que Littoral est une sorte de mélopée elliptique. Mais une mélopée, c'est le chant encore, c'est la musique. Hein. Donc exigeante, comme le sont toutes les ellipses, qu'il faut lire, relire. Comme on écoute et réécoute une chanson, et là encore la musique revient, puisque Bertrand est également musicien, auteur, interprète, et donc auteur d'ouvrages. Tu as la conclusion. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais c'est une information que je voulais ajouter, parce que c'est une chose étrange, mais qui, je pense, trahit une situation plus globale et qu'on rencontre un peu partout. C'est une chose étrange, c'est vrai que la masse du récit et du texte donne la part belle, en tout cas, sont présents les personnages masculins des trois pêcheurs, également de l'armée d'un pays dont il n'est pas nécessaire de rappeler qu'elle est formée par des hommes, parce que lorsqu'on parle d'une armée, on ne pense pas aux femmes, on pense à des hommes, il n'y a pas besoin de le préciser. C'est une chose qui peut d'ailleurs faire réfléchir. Hein. Mais le personnage, à mes yeux, mais ce n'est que mon point de vue, le personnage principal de ce roman est une femme, et cette femme est la femme du patron de pêche, à laquelle est consacré un monologue intérieur qui prend plus de place que tous les autres monologues intérieurs, parce qu'il est développé sur plusieurs pages. Donc même dans le corps du texte, on voit apparaître cette figure de femme comme étant quand même très importante. Pourtant, elle ne fait jamais l'objet des conversations à propos de ce livre. C'est une chose étrange qui doit trouver ses raisons à la fois dans la nature du texte, peut-être dans ma pudeur à en faire une héroïne centrale, mais également dans une habitude de la société de ne pas voir ces choses. Et je pense que cette femme, pour vous dire, ce livre, j'en suis fier pour cette raison. Parce que la pêche, bon, j'aime bien ça, mais je m'en fous un peu. Hein. C'est-à-dire que je n'aurais pas fait un roman sur la pêche. L'occupation d'un pays, bon, c'est très important, mais je ne me sens pas les épaules pour faire un ouvrage de philosophie ou d'analyse politique sur un sujet aussi vaste. En revanche, pour la question de l'assujettissement des femmes par les hommes, je suis un peu plus compétent. Et ce récit met en place une structure en poupée gigogne d'une situation inextricable dans laquelle se trouve une femme qui a pour tyran domestique un patron de pêche qui a, pour ennemi juré, l'armée d'occupation d'un pays. Voilà. Cette femme va finir par être libérée de ses chaînes, de son carcan, sa prison psychologique et conjugale, par l'intercession de l'armée d'occupation. Ce qui ne fait que repousser le problème à une autre échelle, si vous voyez quoi. Comment faire avec sa nouvelle liberté dès lors qu'elle a été concédée par une entité comme l'armée d'un pays.
Voilà. Que faire de l'héroïsme dont ce marin-pêcheur va être gratifié par une partie de la population qui n'a pas accès à l'intérieur des maisons, pour savoir que cet homme a aussi d'autres types d'actions héroïques dans sa vie, et non pas seulement contre l'armée d'un pays. Donc c'est un dilemme moral. Voilà, il me semblait important de le signaler. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais là, comme le temps nous est quand même très compté, hélas, on ne peut pas parler de tout. Voilà, merci bien, merci Bertrand, merci Jean-Paul, merci Marc, merci à vous.